La Smart City a-t-elle du plomb dans l'aile? Depuis une dizaine d'années, les promoteurs de l'autoproclamée ville intelligente promettent que le numérique pourra résoudre tous les problèmes que connaissent les villes. Sauf que 10 ans plus tard, force est de constater que le sujet n'a pas forcément convaincu et même pire, dans certains cas, il a engendré de nouveaux problèmes. Vie et mort de la Smart City, c'est le sujet qu'on va autopsier aujourd'hui et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe pour ce dernier épisode avant la trêve estivale et vous l'avez compris, on va parler de la ville intelligente, ses promesses et ses ambitions, ses résultats et ses désillusions. Mais avant de commencer, un petit rappel des définitions histoire de se remettre dans le grand bain avant d'attaquer le vif du sujet. La Smart City, c'est ce concept urbanistique qui a émergé au début des années 2010 et qui considérait qu'on pouvait rendre une ville plus efficiente grâce à l'intégration de technologies partout où c'était possible. Du big data pour réduire les embouteillages ou améliorer la gestion des déchets, des capteurs connectés pour lutter contre la pollution de l'air ou optimiser l'éclairage public, des algorithmes pour lutter contre les incivilités ou économiser les consommations d'énergie. Voilà ce qui est, en résumé, la Smart City. Et on va pas se mentir, la Smart City, ça a clairement été le sujet le plus discuté, le plus débattu au cours des 10 dernières années. Dans les colloques, dans les collectivités, toutes les villes avaient leur projet. Il fallait avoir son projet d'ailleurs, sinon vous étiez un gros has-been. Et j'exagère un petit peu, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu un vrai matraquage médiatique et intellectuel sur le sujet. Et en même temps, ça peut se comprendre, c'était assez normal. 2010 à peu près, c'est l'arrivée des smartphones et la vraie révolution du numérique dans l'espace urbain. Et avec ça, énormément de sujets qui ont été débattus et de projets qui sont nés et qui promettaient énormément de choses, de grands résultats, de grandes ambitions, mais concrètement, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? Eh bien des résultats qui sont loin d'être à la hauteur des espérances. Quand on regarde les retours des expériences qui ont été menées il y a 5, 10, 12 ans, on se rend compte que les résultats sont pour le moins marginaux. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf quand on met ça en regard des coûts, des investissements qui ont été impulsés pour mettre en œuvre ces projets. Et là, forcément, ça pique un peu. Le meilleur symbole de tout ça, ce sont sûrement les Smart City fantômes, ces projets avortés de villes 100% connectées, à l'image de Konza City au Kenya ou de Songdo en Corée du Sud. Des projets souvent pharaoniques, présentés dans les salons internationaux à grand renfort de com et de plaquettes qui font rêver, mais qui se révèlent dans les faits des caricatures de tout ce qu'il ne faut pas faire en termes d'urbanisme. Le problème, c'est qu'il y a un immense écart entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Une première limite vient des technologies elles-mêmes. Les algorithmes, par exemple, sont souvent beaucoup moins efficaces que les ambitions qu'on leur donne. Je vous avais donné l'exemple dans une vidéo sur la Safe City des algorithmes de reconnaissance faciale qui peuvent se tromper de visage quasiment 9 fois sur 10. Ce qui est déjà très grave quand on parle de dispositifs sécuritaires, mais maintenant, imaginez ce que ça donnerait si on multiplie cette marge d'erreur sur tous les algorithmes qui seraient déployés dans une ville. A minima, ça donnerait un beau bordel, mais dans le pire des cas, ça pourrait engendrer des cataclysmes urbanistiques. Il y a une deuxième limite en termes de moyens humains et financiers cette fois. On l'a dit, un projet de Smart City, ça peut coûter très cher. Et parfois, les collectivités ne sont tout simplement pas armées pour suivre la cadence. Il y a un exemple qui illustre très bien tout ça, c'est la salle de contrôle de Rio de Janeiro, l'un des projets les plus emblématiques de ville intelligente. Pour fonctionner, cette salle de contrôle doit récolter énormément de données à travers tous les services de la municipalité, jusqu'à 200 types de données différentes. C'est très beau sur le papier, sauf que quand on regarde dans les faits, près de 85% de ces datas ne sont juste pas utilisées. Elles ne sont pas traitées, pas analysées, faute de moyens, de temps, de compétences aussi pour pouvoir les traiter convenablement. Et c'est un peu comme si vous vous offriez la plus belle bibliothèque du monde avec tous les grands classiques pour paraître intelligent. Sauf que si vous n'en lisez que 15%, eh bien, vous ne serez pas beaucoup plus cultivé. Comment expliquer cet écart entre les promesses et les résultats? Pour le comprendre, on peut remonter aux origines de la Smart City et s'interroger sur le qui. Qui a promu la Smart City? Qui l'a popularisée dans le grand public? Je vous le donne en ville, ce sont les entreprises privées, plus précisément les IBM, Cisco, etc., des acteurs du numérique qui ont vu dans les collectivités de nouveaux clients à conquérir. À l'époque, les grandes métropoles sont confrontées à un douloureux paradoxe. D'un côté, des enjeux urbains toujours plus complexes à gérer, notamment sur le plan environnemental. Et de l'autre, des ressources financières en berne qui obligent à chercher des solutions toujours plus efficaces. Alors, quand ces entreprises sont venues leur promettre des solutions qui allaient résoudre tous leurs problèmes, elles se sont légitimement jetées dessus et il est difficile de les en blâmer. Sauf que voilà, vous l'avez compris, ça se passe pas toujours comme ça et on ne peut pas tout révolutionner avec un simple claquement de doigts, tout numérique soit-il.
Il y a souvent une troisième limite, peut-être la plus importante de toutes, que l'on oublie souvent et qui explique pourtant pourquoi la Smart City déçoit. Ce sont les habitants eux-mêmes, les habitants qui sont les premiers concernés et souvent les premiers réticents à voir ce type de projet émerger. C'est ce que l'on a pu observer ces dernières années à Toronto, où une filiale de Google souhaitait implanter un gigantesque projet de Smart City au sein d'un ancien quartier portuaire en réhabilitation. Le projet Waterfront devait leur servir de vitrine, une sorte de showroom à ciel ouvert pour présenter leurs plus belles innovations, le tout distillé dans un environnement écolo-friendly, absolument inoffensif en apparence. Sauf que les habitants ne l'ont pas entendu de cette oreille, clairement pas. Les mouvements de protestation ont été nombreux pour dénoncer notamment l'opacité des contrats qui étaient passés entre la municipalité et la filiale de Google. La question centrale, c'était évidemment la récolte de données personnelles, puisque quand on parle de recueillir des données massivement dans l'espace urbain, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de données individuelles et personnelles qui sont concernées, et ça ne plaît pas à tout le monde. Résultat, en mai 2020, le projet a finalement été abandonné, purement et simplement. Officiellement, la raison, c'est le Covid-19 et la crise économique qui s'annonçait à l'époque. Officieusement, tout le monde sait que ce sont les résistances des habitants, vite suivies par la municipalité elle-même, qui ont amené la filiale de Google à freiner des cas de fer. Et dans le petit milieu de la Smart City, cette annonce a évidemment eu l'effet d'une bombe. Vous imaginez bien un projet de cette envergure et porté par ce type d'acteurs-là, quand c'est arrêté, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. J'y vois effectivement le symbole d'une fin de cycle. Après 10 ans à occuper le devant de la scène, la Smart City s'efface progressivement. Et il faut bien le dire, on l'y aide un peu beaucoup. Au profit d'autres modèles tels que l'urbanisme tactique, la ville du quart d'heure, qui se popularisent dans les municipalités à la faveur du Covid-19. Ironie de l'histoire, ces modèles promeuvent une vision radicalement opposée à celle de la Smart City, avec des solutions souvent low-tech, certes moins grandiloquentes et moins clinquantes, mais aussi moins coûteuses, et surtout qui permettent d'obtenir des résultats concrets quasi immédiatement. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que le numérique ne servira à rien. Le numérique, oui, peut apporter sa contribution dans plein de sujets urbains. Et je pense notamment aux outils de démocratie participative, aux outils collaboratifs qui permettent de réinventer les pratiques et les usages en donnant une vraie voix aux habitants et non pas en les considérant comme des machines à cracher de la donnée, comme c'est parfois le cas dans les visions de Smart City très technocentrées. Mais si vous êtes d'accord, je vous propose de reparler de tout ça dans notre épisode de la rentrée qui sera publié début septembre. On pourra aborder toutes ces questions d'outils numériques au service de la démocratie participative, un vaste sujet sur lequel il y aura beaucoup à dire, ne vous en faites pas. Pour l'instant, moi je m'arrête là, vous pouvez bien sûr liker la chaîne si vous avez apprécié, partagez votre avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant de pouvoir en débattre. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties. On se retrouve donc dans 2 mois et moi je vous dis merci beaucoup.